En 1701, le capitaine Kidd est condamné pour piraterie. Chef pirate et ennemi juré de l'humanité. Et avec sa mort, naît le mystère du trésor caché de Kidd. Kidd était le seul pirate à avoir vraiment enterré son trésor. Au cours des siècles, bien des aventuriers tentent de découvrir ce butin. Néanmoins, personne ne s'y efforce davantage que l'anglais Richard Knight. Il était habité par le fantôme du capitaine Kidd. Voici un récit épique de voyage en mer, d'inimaginables richesses perdues, de découvertes de compartiments secrets, de cartes sur lesquelles l'emplacement du trésor caché est indiqué par une croix. Autant d'indices menant aux millions enfouis. Je lui ai dit, tu l'as vraiment trouvé, Richard? Et il m'a répondu, oui, je l'ai trouvé. Mais l'expédition osée de Knight le conduit dans une prison vietnamienne où il craint pour sa vie. Il a pris tous les risques pour trouver le trésor légendaire du capitaine Kidd. Richard Knight est un chasseur de trésors inhabituel. Il est né dans une paisible cité anglaise du littoral, mais il n'est pas destiné à mener une vie conventionnelle et calme. C'était un personnage curieux, différent de la plupart des gens de notre époque. Le genre que l'on pouvait rencontrer au XIXe siècle, mais pas au XXe, et encore moins de nos jours. Knight est un jeune homme au début des années 1960 lorsqu'il arrive à Paris. C'est un bon vivant désirant profiter de tout ce que la ville et les temps qui changent ont à offrir. C'était un aventurier, un opportuniste. Je pense qu'il voulait profiter de la vie. Il voulait tout voir, tout essayer. Mais Richard Knight est un comique, un comédien. Et il n'est pas venu à Paris uniquement pour s'amuser, mais pour étudier l'art du mime auprès du grand maître français Marcel Marceau. Il connaît même un certain succès dans sa carrière. Il joue avec le grand Jacques Tati dans sa comédie Playtime, le rôle d'un pochard égaré. Il semble pourtant qu'il ne demeure jamais longtemps quelque part. Rien ne le rendait plus heureux que d'endosser son sac à dos. En 1978, Knight débarque à Hollywood dans l'espoir de relancer sa carrière d'acteur. Il n'imagine pas alors que sa vie est sur le point de prendre une direction toute nouvelle, et non du fait d'un directeur de casting, mais des actes commis 300 ans auparavant par un homme, le capitaine William Kidd. Et tout à coup, il devient habité par le fantôme du capitaine Kidd, un autre opportuniste, d'une époque plus ancienne. Et je crois que c'est ça qui est arrivé à Richard. Il est devenu obsédé par le spectre du capitaine Kidd. Richard Knight est un lecteur avide, et les ouvrages de la bibliothèque de l'Université de Los Angeles le plongent de plus en plus dans l'extraordinaire histoire de l'infâme pirate. Une histoire d'épreuves et d'infortunes pleine de surprises. Kidd est né à Dundee, sur la côte est de l'Écosse, vers l'an 1655. Il est parti à New York, et c'est là qu'il est devenu marin, qu'il a gravi tous les échelons, de garçon de cabine à capitaine. Il est devenu l'un des capitaines de navires les plus respectés d'Amérique. De façon inattendue, Knight découvre que lorsque Kidd quitte Londres en février 1696, il n'est pas un pirate, mais tout le contraire. Un corsaire au service d'un groupe de riches aristocrates et marchands anglais. L'économie prospère de Grande-Bretagne repose largement sur le commerce avec l'Inde. Les navires de la compagnie britannique East India font de gros profits. Mais la compagnie a un problème grandissant. Les pirates. Le désastre survient lorsque le chef pirate anglais, le capitaine Avery,
se ligue avec d'autres capitaines pour attaquer le convoi du Grand Moghol d'Inde. Ils font main basse sur un butin colossal, plus d'1 demi-million de pièces d'or et d'argent. Furieux, l'empereur moghol riposte. Son armée attaque la compagnie et il menace également de mettre un terme au commerce anglais en Inde. Le capitaine William Kidd est engagé par les Britanniques pour chasser les pirates. Pas en tant qu'officier de la marine royale, mais en tant que corsaire. Un corsaire est quelqu'un qui a un navire et un équipage. Il a un permis, une lettre de marque, l'autorisant à s'attaquer à tout ennemi de l'État. Kidd se retrouve aux commandes d'un vaisseau tout neuf et puissant, armé de 34 canons, l'Adventure Galley. La crise est si grande que la lettre de marque de Kidd l'enjoignant à saisir les pirates, leurs navires et leurs trésors est signée du souverain Guillaume III lui-même. C'était un capitaine très respecté, dur et chevronné. Il pensait qu'il avait les compétences, le vaisseau et l'expérience pour mener à bien sa mission. Kidd a aussi un bonus. L'Angleterre étant en guerre avec la France, il peut donc s'en prendre à tous les navires français qui croisent sa route. C'est un capitaine Kidd sûr de son fait qui met les voiles, persuadé que sa part des navires et trésors capturés fera bientôt de lui un homme très riche. L'équipage aussi est empressé. C'était en fait l'une des opportunités les plus lucratives qu'avaient ces gens vers la fin du XVIIe siècle. L'équipage n'est pas payé. Sa rétribution est une part des vaisseaux et des cargaisons prises. Un système appelé « pas de prise, pas d'argent ». L'expédition de chasse de 18 mois du capitaine Kidd est censée rapporter entre 500 et 3500 livres à chaque homme d'équipage, alors que les gages d'un matelot de la marine marchande s'élèvent tout juste à 45 livres par an. Un marin moyen pouvait en fait se faire une petite fortune avec une bonne prise. Sa part pouvait suffire à lui permettre de monter son affaire. Il pouvait acheter une taverne, une ferme. C'était surtout le seul moyen d'empocher le pactole pour les marins vers la fin du XVIIe siècle. Tandis que l'Adventure Galley passe le cap de Bonne-Espérance, Kidd espère rencontrer et vaincre des pirates dans leur lieu de prédilection, au large de Madagascar et dans l'océan Indien. Mais un problème sérieux se pose. Ils ne sont pas là. Le temps qu'il parvienne dans l'océan Indien, tous les navires qu'il a croisés étaient des navires alliés, des bâtiments anglais ou hollandais. Il ne croisait pas de pirates, il ne croisait pas de Français. Et les mois passant, l'équipage ne gagnait pas d'argent. Et les choses ont commencé à aller mal pour Kidd. Au terme des 18 mois prévus, pas un seul bateau pirate ou une prise française d'importance n'est capturé. L'équipage en révolte veut s'en prendre au prochain vaisseau qui passe, quel qu'il soit. L'équipage veut devenir pirate. Quand l'équipage sait qu'il ne gagnera de l'argent qu'en s'en prenant à d'autres navires, il a tendance à attaquer des vaisseaux qu'il ne devrait pas. L'Adventure Galley est en mer depuis 2 ans sans grand résultat. L'équipage a décidé de torturer les prisonniers de bateaux arraisonnés pour savoir où est caché le butin. Des rapports accablants provenant de ports d'Afrique du Sud, où ces vaisseaux se sont réfugiés, commencent à parvenir à Londres et à New York. Le capitaine se retrouve avec l'étiquette de pirate, ce qui implique sa condamnation à mort au bout d'une corde. Knight apprend que pour calmer son équipage révolté, enrichir ses puissants commanditaires de Londres et sauver sa propre vie, Kidd a besoin d'un miracle. Un grand navire, pirate ou français, chargé à rabord. Voile à l'horizon! Barre bâbord avant! Comme une réponse aux prières de Kidd, un cri provient de la tête de mât. Un navire est en vue. Un navire marchand lourdement chargé.
En janvier 1698, il a touché le jackpot. Il est tombé sur un vaisseau, le Quedda Merchant, qui contenait une imposante cargaison de soie, d'or et de bijoux. Le vrai gros lot. Il avait enfin trouvé une proie. Le Quedda Merchant n'est pas un navire pirate. Quand son capitaine exhibe un laissez-passer français, Kidd peut s'en emparer de manière légitime. Les richesses du Quedda Merchant sont bien répertoriées. À son bord se trouvent des kilos d'or, d'argent et de bijoux en plus de ballots de soie fine et d'opium. Pour une valeur de 400 000 livres de l'époque, soit 60 millions de livres de nos jours. La chasse au trésor de Kidd est achevée. Il peut désormais rentrer à New York en triomphe pour laver la tache qui ternit sa réputation. Il est devenu un pirate. Mais ce qui semble être le salut de Kidd va devenir un désastre. À New York, Kidd est rapidement arrêté. Le Quedda Merchant n'est pas un bâtiment français, mais appartient à un puissant marchand indien. Le capitaine Kidd, qui a été envoyé à la chasse aux pirates pour apaiser les Moghols, n'a à la place qu'empirer la situation. Après la prise de leur navire gorgé de richesses, les négociants indiens veulent la tête de Kidd. Le gouvernement britannique est déterminé à calmer les marchands indiens tout-puissants et veut sauvegarder le commerce lucratif avec l'Extrême-Orient. Pour acheter sa liberté, Kidd parle d'un coffre au trésor qu'il a enterré sur une île à proximité. Lorsque le gouverneur de New York, Lord Bellomont, creuse, il trouve pour 14 000 livres de bijoux et d'or, l'équivalent de 2 millions de livres d'aujourd'hui. Mais cela n'apporte à Kidd aucun sursis. Le grand Moghol demande à corps et à cri la tête de Kidd et le malheureux capitaine est renvoyé par bateau en Europe où l'attendent un procès pour piraterie et la corde du bourreau. Ce n'était pas un procès ordinaire, il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de châtiment. Son nom était tellement sali que tout le monde croyait que Kidd était un pirate. La grande erreur de Kidd est de n'avoir pas fait un double du document français qui lui a été remis quand il a capturé le Quedda Merchant. Sans lui, il ne peut prouver qu'il s'est légitimement emparé du navire. Au procès, alors qu'il en a grand besoin, ce laissez-passer français demeure introuvable. La preuve cruciale, le laissez-passer français prouvant qu'il avait agi de façon légitime, avait mystérieusement disparu. Alors il s'est retrouvé abandonné à son triste sort. Et Kidd n'est pas seulement jugé pour piraterie. Afin de s'assurer qu'il finisse au bout d'une corde, il comparait aussi pour meurtre. Alors que Kidd luttait pour contenir les envies de piraterie de son équipage rebelle, un incident fatal s'est produit. L'Adventure Galley a croisé un navire hollandais, donc allié de l'Angleterre, et comme Kidd a refusé de l'attaquer, l'équipage a failli se mutiner. Le canonnier était le meneur d'un groupe de mutins qui voulaient capturer et piller le navire. Kidd en est venu aux mains avec ce canonnier. Dans sa rage, Kidd s'est saisi d'un seau cerclé de fer et en a asséné un coup au canonnier vindicatif. Le coup l'a touché à la tête et il a perdu connaissance. Kidd a étouffé la mutinerie, mais le lendemain, le canonnier est mort. Tuer un canonnier n'est pas un acte normal pour un capitaine de vaisseau. Mais dans le cas d'une mutinerie, cela fait partie des choses acceptables. Et même si Kidd savait qu'il était allé assez loin, il ne s'attendait certainement pas à être accusé de meurtre pour ça. Au tribunal, 2 anciens matelots de Kidd sont amnistiés en échange d'un témoignage contre le capitaine.
Il déclare sous serment que l'agression fatale du canonnier était un meurtre prémédité. Toute l'affaire était entendue pour aboutir à un verdict déjà décidé à l'avance. Un verdict bien particulier, Kidd devait être pendu. Le 9 mai 1701, le capitaine William Kidd est condamné à la pendaison. Dans une tentative désespérée pour échapper à son sort, il joue ce qu'il espère être une carte maîtresse. De sa cellule de la prison de Newgate, il adresse une supplique au gouvernement dans laquelle il propose un marché pour sauver sa vie. J'espère très humblement que vous serez heureux d'annoncer à l'honorable Chambre des communes qu'au cours de ma dernière expédition dans l'océan Indien, j'ai caché des biens et un trésor d'une valeur de 100 000 livres sterling dont je souhaiterais laisser le bénéfice au gouvernement. Kidd prétend qu'il a caché un deuxième trésor encore plus important, d'une valeur de 15 millions de livres de notre époque, et qu'il serait prêt à l'échanger contre sa vie. C'est l'étincelle qui a embrasé l'intérêt de nombreux chasseurs de trésors. C'est avec cette lettre que naît la légende du fabuleux trésor enfoui du capitaine Kidd. Il veut tellement convaincre qu'il accepte d'être pendu si le trésor n'est pas trouvé. Si je faillis en cela, je ne désire aucune faveur, si ce n'est d'être exécuté selon la sentence prononcée à mon encontre. Messieurs, votre humble et infortuné serviteur, William Kidd. Le gouvernement, toutefois, risque de perdre bien plus qu'une énorme fortune. Tout le commerce avec l'Inde. Il ne mord pas à l'hameçon. Il faut apaiser les Moghols avec l'exécution publique de Kidd. Selon les lois de l'amirauté, le capitaine Kidd est conduit dans le quartier de Wapping, à Londres, sur l'estran d'une rive de la Tamise, où il doit être pendu. Mais son exécution ne se passe pas sans encombre. Lorsqu'il est poussé de l'échelle, la corde se rompt. Il a dû penser que c'était le premier coup de chance qu'il avait depuis 6 ans, car ce genre de choses était souvent perçu comme un sursis légitime. Dans le cas de Kidd, on a trouvé une autre corde. On l'a remis sur l'échafaud et on l'a précipité dans l'oubli. Cependant, l'amirauté considère que seulement prendre les pirates n'est pas assez dissuasif. La dépouille de Kidd est enchaînée à un poteau dans la Tamise jusqu'à ce que la marée l'ait recouverte 3 fois. Puis son corps, enduit de goudron, reste plus de 2 ans suspendu à un gibet à l'entrée de l'estuaire de la Tamise, en guise d'avertissement aux marins de passage du sort réservé aux pirates. Mais la légende du trésor du capitaine Kidd perdure. Plus de 300 ans après, à Santa Monica, sur la côte sud de la Californie, Richard Knight est obsédé par le mystère du trésor enfoui de Kidd. Et il est bien décidé à le retrouver. La chasse au trésor de Knight débute dans la bibliothèque de l'Université de Californie, à Los Angeles. Dès ce moment-là, sa vie bascule à jamais. Il s'est mis cette idée, cette obsession en tête. Et à partir de là, il s'est consacré à ça. Richard était un personnage très rare, pas intéressé par l'argent. Il parlait de la valeur du trésor du capitaine Kidd, qui se comptait en millions et en millions.
Mais je crois que ce qui le motivait, c'était l'attrait de l'aventure. Alors que Knight fait des recherches, il découvre que d'autres ont rêvé de trouver le trésor de Kidd. Et comme eux, il s'aperçoit que Kidd a laissé des indices. La piste au trésor de Kidd commence en 1929, sur la côte sud de l'Angleterre, à Eastbourne. C'est la ville natale d'un célibataire entre deux âges, Hubert Palmer. Un notaire à la retraite qui adore collectionner les reliques de pirates. Un jour de 1929, il est entré en possession d'un vieux bureau en chêne qui, à ce que l'on disait, avait jadis appartenu au capitaine Kidd. Il comportait une plaque de cuivre fixée sur le devant. William Kidd, Adventure Galley, 1696. Un jour, alors qu'il est à son bureau en train d'écrire, Palmer s'appuie dessus un peu plus que d'habitude. Et une glissière se brise. Quand Palmer l'a examiné, il a vu au bout une toute petite encre imprimée sur de la cire. Il s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose dans cette glissière. Il a soigneusement ôté la cire du bout et à l'intérieur, il a trouvé un tube de cuivre. Knight apprend que Palmer a découvert enroulé autour d'un tube un parchemin. C'était une carte. Une carte au trésor. Elle comporte une croix indiquant l'emplacement du trésor, comme dans le roman L'île au trésor. Mais il y a plus. En haut se trouvent les mots « Mer de Chine », sur la gauche une boussole orientée au nord, et en bas les initiales de Kidd, WK. Palmer a aussitôt soupçonné que c'était probablement l'endroit où était caché le trésor de Kidd. Mais rien sur cette carte n'indiquait de quel lieu il s'agissait. Loin de dire à Knight où se trouve le trésor de Kidd, la carte de Palmer le laisse avec un fascinant début de mystère. Sa tête fourmille de questions sur la manière de le résoudre. Par bonheur, dans les années 1930, Hubert Palmer trouve d'autres indices. Après cela, Palmer a consacré le plus clair de son temps et de son énergie à passer des annonces pour tout ce qui touchait à Kidd. Reliques, coffres, meubles, tout. Dans l'espoir de dénicher d'autres indices révélant où pouvait se trouver cette île. Knight apprend que Palmer passait des annonces pour tout objet ayant appartenu à Kidd. Et peu à peu, il les trouve. 3 ans après que Palmer a trouvé le vieux bureau, on lui a offert ce coffre. Ce coffre provient d'un courtier maritime, le capitaine Morgan, qui se prétend le descendant de l'illustre flibustier Sir Henry Morgan. Un autre ancêtre était geôlier à la prison de Newgate. Et lorsque Kidd a été pendu, le geôlier a dérobé le coffre. Sur du cuivre incrusté sur le haut du couvercle, on voit un crâne et 2 tibias croisés et la lettre K. En ouvrant le coffre, Palmer a été stupéfait de voir à l'intérieur, fixé sur un double fond, un crâne de plâtre posé sur une Bible de plâtre. On pense que ce crâne servait pour que l'équipage prête serment au capitaine ou à la couronne. Une main sur le crâne et une Bible dans l'autre main. Hélas, le double fond est vide. Mais il y a autre chose de bien mystérieux. Lorsque Palmer retourne le panneau de bois, il découvre un miroir. Que fait-il là? Palmer a examiné la baguette qui l'entourait et il a découvert que cette section particulière de baguette s'enlevait facilement.
Il a ensuite pu faire glisser le miroir, comme ça, et, à sa grande surprise, il y avait une autre carte. Knight, tout comme Palmer, est emballé par le fait que l'esquisse de cette île corresponde à celle de la première. Mais ce plan renferme plus d'informations. 515 sud-est par 50 nord, 36 nord-est, 36 nord-est rocher, 90 sur 90 sur 4. Knight est désormais convaincu qu'il s'agit des indications menant au trésor. Mais hormis l'indice mer de Chine, il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve l'île. Ni latitude, ni longitude. Il lui faut plus d'informations. Heureusement pour Knight, Palmer a un autre coup de chance extraordinaire quand, 2 ans plus tard, il peut acheter un coffre ayant jadis appartenu à l'épouse du capitaine Kidd, Sarah. Ceci est le coffre à ouvrage de Sarah Kidd. Il y a une plaque de cuivre incrustée sur le dessus qui dit « Coffre de William et Sarah Kidd, 1699 ». Méticuleux comme à son habitude, Palmer mesure le coffre à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a une divergence, ce qui l'amène à suspecter la présence d'un compartiment secret dans le socle. Palmer a découvert sur les bords qu'il y avait 2 ou 3 vis ou clous dissimulés dedans. Il s'est débrouillé pour les retirer. Et il a réussi à enlever cette partie de baguette. Et cela a révélé la présence d'un compartiment caché dans le socle. Il a farfouillé dedans et a trouvé un parchemin comportant une nouvelle carte. Cette carte est encore plus détaillée. Knight commence par tenter de déchiffrer ce qui doit être écrit de la main de Kidd en bordure du plan. Après bien des interrogations, il y parvient. 360 mètres. Tourner au nord et faire 3 pas. 26 mètres à partir du centre du triangle dans les rochers à gauche. 30 mètres à l'est du squelette de... Hib? Lib? Le dernier mot reste un mystère. Mais Knight sait qu'il s'agit là d'indications détaillées menant à l'emplacement du trésor enfoui. Fait crucial, cette carte indique aussi la latitude et la longitude. Knight a maintenant ce qui lui manquait, un moyen de localiser l'île. Mais il y a un pépin. La longitude est en partie illisible. Si elle est de 31,30 est, cela place l'île au Soudan. Peut-être que la marque devant le 31 est le chiffre 1. Mais 131,30 est situe l'île à plus de 300 km au large des Philippines, au cœur de l'océan. Knight se rend compte qu'il y a un problème fondamental avec la longitude. Les cartes modernes que Knight étudie ont pour méridien d'origine le méridien qui passe par l'observatoire de Greenwich, à Londres. Puis, il réalise que les cartes de l'époque du capitaine se référaient à d'autres premiers méridiens. Les Français se basaient sur celui de Paris, les Espagnols sur celui de Cadix. Celui passant par les hautes montagnes de Tenerife avait la faveur des navigateurs. La longitude de l'île au trésor dépend du premier méridien auquel Kidd s'est référé. Alors, quand on regarde une carte du XVIIe siècle ou antérieur, il faut savoir sur quel premier méridien elle est basée.
C'est un des problèmes avec les cartes de cette époque. À quel méridien Kidd s'est-il référé? Richard Knight commence à étudier des atlas allant du XVIe au XVIIIe siècle. Ils sont magnifiques, ornés, mais aucun ne comporte de longitude basée sur le méridien de Greenwich. Knight et ses diverses longitudes pour la carte au trésor de Kidd. La première, 31,30 Est, place l'île au Nigeria. Ce n'est pas bon du tout. Mais la deuxième, 131,30 Est, indique que l'île se trouve entre la Birmanie et les Philippines, dans le sud de la mer de Chine. C'est plus plausible. La mer de Chine, tout comme sur les cartes au trésor de Kidd. Petit à petit, il s'est fait à l'idée qu'il avait résolu ce mystère que personne n'avait percé. Knight examine des milliers d'îles à la recherche de celle qui correspond au vieux parchemin. Enfin, sur la carte hydrographique de l'amirauté française numéro 3686 de l'an 1789, il la trouve. Onde très long. Bonne forme, bonne orientation, bon nom. Onde très long est appelée en anglais la Grande Île aux Pirates. Mais elle se situe dans le pire endroit imaginable. Ontrellon est dans les eaux territoriales d'un pays qui, après une longue guerre rageuse contre les États-Unis, est hostile aux Occidentaux. Le Vietnam communiste. Personne n'avait regardé là-bas à cause de la guerre du Vietnam, parce que c'était un pays communiste, parce que la politique avait changé. Ce n'était pas le pays où on débarquait soudain pour chercher un trésor. Alors il a décidé qu'il serait celui qui allait braver tous les dangers et prouver au monde que sa théorie était juste. Chasseur de trésors est une activité onéreuse. Knight, qui cherche à financer son expédition vers l'île au trésor interdite de Kidd, s'établit momentanément à Sydney, en Australie. Usant de toutes ses qualités de comédien et de conteur, il essaie de persuader de riches hommes d'affaires australiens de le suivre dans sa quête romantique. Bien sûr, il était sans cesse en quête de partenaires financiers. Alors il ciblait des personnages extraordinaires, allait les voir, essayait de les persuader de le suivre dans cette folle aventure. Petit à petit, Richard Knight parvient à réunir un petit groupe pour financer son rêve de chasse au trésor. Mais son charme ne convaincra jamais le gouvernement vietnamien de le laisser entrer dans le pays. Il lui faut donc une couverture. Pour expliquer le besoin d'un détecteur de métal sans éveiller les soupçons, Knight et ses partenaires décident de demander par courrier la permission officielle de prospecter des minerais. Sur une lettre à en-tête d'une compagnie minière australienne, ils adressent leur demande qui se termine par « En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, car nous pensons qu'elle pourrait revêtir un intérêt considérable et un bénéfice potentiel pour la République socialiste du Vietnam. » Ça ne marche pas. Les Vietnamiens ne répondent pas. Knight décide alors par l'intermédiaire d'une agence de voyage de demander à visiter Onde très long comme simple touriste. Cette fois, il a une réponse, mais qui suit à la lettre la ligne du parti. Nous sommes au regret de vous annoncer qu'il est pour le moment impossible de visiter les lieux mentionnés dans votre requête. Seules les zones précisées par notre agence agréée en Australie sont accessibles. Le climat politique de la guerre froide n'offre aucun moyen légitime à Richard Knight de se rendre à Onde très long. Progressivement, ses soutiens financiers se désistent. Et puis il s'est retrouvé tout seul. Tous ses soutiens l'ont laissé tomber. Et au lieu de se dire « Bon, je ne vais rien faire avant que tout soit bien organisé », il s'est dit « Et alors? Je vais le faire moi-même. » En
En juin 1981, Richard Knight arrive à la conclusion que le seul moyen d'atteindre son île au trésor, c'est de monter une expédition illégale. La première étape de sa mini-invasion consiste à se rapprocher autant que possible du Vietnam. Il s'installe donc à Bangkok, en Thaïlande. Mais il est toujours à 480 km par la mer de Hon Tre Long, un voyage très périlleux. Trouver un bateau qui soit assez grand mais qui passe assez inaperçu pour le déposer au plus près de Hon Tre Long s'annonce hasardeux. En outre, il doit trouver un équipage volontaire. Je pense que Richard avait du mal à persuader des gens normaux, des gens sensés de le suivre à cause de son côté nonchalant. Un jour, il était là, le lendemain, il disparaissait. Ces gens lui reprochaient son manque de rigueur. Alors, il jetait son dévolu sur des gens moins ordinaires, comme lui. Knight s'inspire alors de l'usage en vigueur au temps du capitaine Kidd et offre une part du trésor. Mais il ne trouve toujours personne pour le suivre dans un périple aussi risqué. Puis un ami lui présente un jeune Américain de 18 ans, Fred Graham. Et il a vraiment trouvé le partenaire idéal. Un jeune photographe de presse également désireux de courir l'aventure. Fred Graham a quitté son domicile de Californie avec un appareil photo neuf pour devenir photographe de guerre. Mais dépourvu d'expérience, il ne perce pas dans le métier. Il est dans l'impasse et la chasse au trésor que lui propose Richard Knight est exactement le genre de sensation qu'il recherche. Knight lui offre 15% du trésor. Graham négocie une part de 40%. L'accord est conclu. Mais comme à l'époque de Kidd, s'il ne découvre pas le trésor, il n'aura rien. La décision de suivre Knight va lui coûter cher. Deux jours plus tard, vers la fin mai 1983, Knight et Graham sont gonflés à bloc, alors qu'ils cinglent dans le golfe de Thaïlande. Knight a persuadé un équipage local de les embarquer, et les voilà lancés dans l'aventure pour déterrer le trésor légendaire du capitaine Kidd. Il leur faut plusieurs jours et plusieurs nuits pour atteindre l'île que Knight a identifiée dans les vieilles cartes. Mais la fortune semble leur sourire. Le golfe est le terrain de chasse de vrais pirates du XXe siècle. Knight et Graham sont bien équipés pour la chasse au trésor, avec un détecteur de métal et des outils pour creuser, mais pas pour repousser des assaillants. Heureusement, aucun incident ne survient durant le voyage. Après 10 jours en mer, Knight et Graham arrivent sur leur île au trésor. Le projet fou de Knight se déroule plutôt bien. Tout est calme et Knight décide d'attendre les premières lueurs de l'aube pour déterrer le trésor du capitaine Kidd. Après tout, il est enseveli depuis plus de 300 ans. Alors il peut certainement attendre une nuit de plus. Mais ce que Knight ne sait pas, c'est qu'ils ont été repérés. Les Vietnamiens interrogent sans relâche Richard Knight. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? À quoi sert cet équipement?
Toutes les réponses relatives à la chasse au trésor sont accueillies avec mépris. Les autorités sont convaincues qu'il est un espion américain de la CIA impérialiste. Knight et Graham sont enfermés dans des cellules infestées de rats et de cafards, confinés en isolement. Si Knight ne peut infirmer l'histoire d'espionnage, il risque un sort similaire à celui du capitaine Kidd, l'exécution. Encore et encore, il est interrogé. Encore et encore, il doit signer une déposition. Ce qu'il raconte sur sa carrière d'acteur globe-trotter est considéré comme une couverture. À quoi sert tout cet équipement? Qui est son contact au gouvernement britannique? Lui demande-t-on sans cesse. Richard Knight n'a pas de contact au gouvernement britannique, mais il aimerait bien. Personne ne sait qu'il a disparu, encore moins où il est et quel danger il court. Le capitaine Kidd avait au moins un trésor à négocier. Knight n'a rien. Plus d'une fois, lorsque des miliciens viennent le chercher dans sa cellule, Knight pense qu'il va être exécuté. Il a bien supporté la prison. Il avait tout un tas de tactiques de diversion sur lesquelles s'appuyer. Il se met à jouer des parties imaginaires de golf. À revivre des visites à Blackpool. À analyser des systèmes de jeu et vaincre des adversaires virtuels avec un jeu de cartes bricolé. Il arrivait toujours à trouver quelque chose en lui pour supporter cette longue et potentiellement dangereuse période d'isolement, en grande partie grâce à sa formidable imagination. Mais au fil des mois, Knight lutte pour sa santé mentale. Il attribue à chaque coin de sa cellule une fonction. Un pour songer à l'avenir, un autre pour se tourner vers le passé, un pour prier, un autre pour jouer la comédie. Mais au bout de 4 mois, sans le moindre contact avec les gouvernements américains ou britanniques, il semble qu'il n'en sortira jamais vivant. Il ne se doute pourtant pas qu'il existe un faible espoir. Avant de partir dans cette malheureuse chasse au trésor, le jeune Fred Graham s'est arrangé à bon escient pour qu'une lettre soit envoyée à son père s'il n'était pas de retour dans les 30 jours. Il a écrit « Si tu lis cette lettre, c'est que tout a très mal tourné. Que je suis mort ou en prison. » Cette lettre de Graham va les sauver tous les deux. Désormais informés que Knight et Graham sont partis pour le Vietnam, les ambassades britanniques et américaines lancent des investigations. Le ministre d'État du Bureau des Affaires étrangères, Richard Luce, également député de la circonscription des Knight, écrit à sa mère. Soyez assurés que l'ambassade va continuer à faire pression sur les Vietnamiens afin de savoir où votre fils est détenu. L'action diplomatique aboutit. Les Vietnamiens reconnaissent qu'ils ont arrêté Knight et Graham pour violation du territoire de la République socialiste du Vietnam et qu'ils sont emprisonnés. Désormais, ce sont les Vietnamiens qui jouent aux pirates, en demandant une rançon de 10 000 $ pour chaque prisonnier. Mais ni le gouvernement britannique, ni le gouvernement américain n'acceptent de payer. Le gouvernement britannique ne paierait pas une rançon. Il s'en tient toujours à « si nous payons, nous créons un précédent ». Le 17 mai 1984, Fred Graham est libéré. Il rentre aux États-Unis. Il a perdu 18 kilos. En Californie, sa famille et ses amis ont réuni la somme, limitant ainsi sa captivité à moins d'1 an. Le malheureux Richard Knight demeure en détention.
Le vice-consul britannique de Hanoï écrit à Knight. Je sais que la libération de Fred Graham doit vous rendre très déprimé. Mais je vous en prie, soyez assurés que votre mère et vos amis font tout leur possible pour réunir l'argent afin de payer votre amende. Plus d'1 an après sa capture, il n'en réunit que 2000 $. Il en manque 8000. Knight languit en prison durant les mois de juin et juillet. Puis en août, le consul britannique lui écrit pour lui annoncer qu'il vient de bénéficier d'un extraordinaire coup de chance. Une offre particulièrement généreuse de la part d'un citoyen britannique résidant en Californie permet à présent de pouvoir payer votre amende. Début août 1984, Richard Knight reçoit le plus beau de tous les trésors. Sa liberté. Dans les années qui suivent, la soif d'aventure de Fred Graham reste inassouvie. Il réussit à devenir photographe de presse et, ironie du sort, travaille pour la CIA durant le conflit entre les États-Unis et le Salvador. Il est maintenant auteur de thrillers politiques. Mais Richard Knight n'a jamais cessé de chercher le trésor. Il ne semblait pas regretter d'avoir fait ça, ou de s'y être pris de manière écervelée. Il a toujours poursuivi ce rêve. Je sais qu'il l'a toujours poursuivi, car la dernière fois que je l'ai vu, il repartait pour la Chine chercher un partenaire financier pour aller récupérer le trésor. Knight, coincé en Chine sans argent et en déveine, téléphone à un inconnu pour l'aider. Un collègue chasseur de trésors, George Edmunds. Que pouvais-je faire? Il avait besoin d'argent pour partir. Alors, j'ai accepté de lui envoyer un peu d'argent en échange de toute l'histoire. Je lui ai dit, « Tu l'as vraiment trouvé, Richard ?» Et il m'a répondu, « Oui, je l'ai trouvé. » Edmunds ne reverra jamais Knight ni son argent. Richard Knight meurt à Carlisle, dans le nord de l'Angleterre, en 2002. Alors, quelle est la véracité de l'histoire du légendaire trésor du capitaine Kidd? Il ne fait aucun doute qu'il a enterré un coffre contenant 14 000 livres, qui a été déterré à l'époque sur ordre de Lord Belmont, gouverneur de New York. Mais qu'en est-il de l'affirmation de Kidd concernant les autres 100 000 livres enfouis? La question est, pouvait-on faire confiance à 100% à Kidd sur la somme totale d'or et de bijoux qu'il avait amassés et enterrés? Le capitaine Kidd entendait-il vraiment mener une expédition pour trouver un fabuleux butin caché? Ou ce trésor n'était-il qu'une ultime tentative désespérée de sauver sa vie? Prévoyait-il une fois en mer de tenter une évasion audacieuse? Je serais très surpris si on trouvait un trésor, si un quelconque trésor du capitaine Kidd était mis au jour. Je crois que Lord Belmont est parvenu à mettre la main sur tout le magot. Il semble que rien n'arrête un chasseur de trésors avéré. Pour George Edmunds, même le plus noir nuage a sa frange d'or. Il pense qu'il a correctement déchiffré les cartes au trésor de Kidd. Les cartes mènent à un trésor, mais un trésor qui n'a rien à voir avec Kidd. Edmunds pense avoir localisé une nouvelle île au trésor, sur laquelle aucun chasseur de trésors n'a jamais posé le pied. Comme Richard Knight, comme tout chasseur de trésors sérieux, Edmunds ne dévoile pas toutes ses cartes lorsqu'il cherche des partenaires financiers pour une expédition. Je ne peux pas vous dire où se trouve cette île, car c'est le résultat de 8 années de recherche intensive. Tout est là-dedans. La solution des indices sur les cartes, la localisation de l'autre île, la nature du trésor et son emplacement. Apparemment, les rêves de trésors enfouis ne meurent jamais. Il est toujours là, j'en suis absolument certain.